Ce podcast a été enregistré à Podren. Plus d'informations sur podren.fr. Vous êtes en communication avec le 115 Guy-Lévy, ligne d'urgence sociale pour personnes sans abri. Les données que vous nous transmettez seront saisies dans une application nationale. Bonjour. Il a envie de l'attendre. C'est difficile de dormir tout le temps ici. Il n'y a pas à l'école. J'ai quel âge 20 ans. La vie au grand air. Un podcast des campements rennais. Une émission proposée par Antoine Blécou. Il y a quelques mois, on était en pleine trêve hivernale. La Fondation Abbé Pierre a relevé que 3000 enfants en France dormaient à la rue. La plupart, c'était en région parisienne. Et c'est un constat qui n'a épargné personne, aucune ville. Chaque ville a eu son lot de familles et avec des enfants plus ou moins jeunes, plus ou moins en bonne santé, qui dormaient du coup dans des conditions au mieux précaires, au pire insalubres, voire carrément dehors. Aujourd'hui, on est le 30 mars, et le 30 mars, c'est la veille de la fin de cette fameuse trêve hivernale. Donc vous l'avez compris, c'est une trêve qui protège pas tout le monde, loin de là, mais demain, malgré tout, il y a des centaines de personnes à travers toute la France qui vont être expulsées de leur logement ou de leur centre d'accueil, de leur squat aussi parfois. Et rien qu'à Rennes, on s'attend donc à partir de la semaine prochaine à ce qu'il y ait une dizaine de familles qui sont presque sûres de se retrouver à la rue, et c'est que le début. Donc pour toutes ces personnes, en fait, c'est une nouvelle saison difficile qui s'annonce, et cette saison, c'est celle des campements. Donc la vie dans les campements, ça veut dire c'est une vie dans la promiscuité, sous une tente, généralement sans accès à l'eau, sans accès à l'électricité et parfois sans accès à une hygiène de base, à savoir des toilettes. Un campement, c'est un phénomène qui est assez complexe, en fait. Déjà parce que les gens qui vivent ensemble n'ont pas forcément le même parcours, ils n'ont pas forcément la même culture, la plupart du temps ils parlent pas la même langue, et pourtant c'est des gens qui sont contraints de vivre ensemble. C'est vraiment une nécessité plus qu'un choix. C'est complexe aussi un campement parce qu'il y a beaucoup de monde. À Rennes, en ce moment, là, il y a 2 campements qui existent. Et déjà là, avant la fin de la trêve hivernale, il y a entre 20 et 50 personnes dans ces campements-là. Dans 2 mois, ils seront plus de 200 à cohabiter. Et c'est complexe aussi parce que, en fait, on parle de politique quand on parle de logement et on parle de moyens alloués. Et donc, avec toutes les chaînes de responsabilité ou pas, des institutions qui assument ou pas. Il y a des institutions qui devraient assumer, qui ne font rien. Il y a des institutions qui ne devraient rien faire et qui prennent leur part quand même. Donc voilà, c'est assez technique aussi à expliquer. Et enfin, c'est complexe parce que malgré tout ça, il y a de l'espoir, il y a de la solidarité. En fait, pour expliquer, il y a autour de ces campements et autour de cette problématique-là, il y a vraiment une galaxie d'initiatives, d'associations, de collectifs plus ou moins informels, de personnes qui se battent vraiment tous les jours pour essayer de soulager un peu le quotidien en fait de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants. Et on peut citer que par exemple mercredi dernier, il y a eu une action en fait qui a été à l'initiative de parents d'élèves sur toute la France. Donc ça a été des collages. Donc vous verrez un peu partout dans pas mal de villes de France en fait, il y a des collages, donc vous verrez une tente, un peu format tente 2 secondes, avec 2 enfants postés devant et un petit slogan le jour à l'école et la nuit à la rue. Donc voilà, rien que pour vous donner un ordre d'idée, ce type de collage, il y a au moins 200 personnes à travers toute la France qui se sont mobilisées pour le faire, pour rendre cette situation-là visible. Donc voilà. Donc pendant les 40 minutes qui viennent, on va essayer de parler de tout ça, de le rendre un peu plus simple, un peu plus clair, et puis surtout un petit peu concret. Si ça vous va, on va parler pendant 40 minutes, et puis je vous laisserai 10 minutes de questions si vous en avez. Et avec moi, j'ai trois invités pour m'aider dans cette tâche qui va pas être facile. Alors d'abord, je vous présente donc Nina. Donc Nina, vous êtes géorgienne, vous avez 3 enfants et vous et votre famille, vous dormez actuellement dans une école. Vous connaissez bien l'un des 2 campements dont je parlais tout à l'heure, donc le campement du parc de la Touche, où il y a à peu près une 50aine de personnes. Bonjour Nina. Bonjour.
Vous allez être assisté par Khatia. Donc Khatia fera l'interprétariat entre le géorgien et le français. Donc Khatia, vous êtes aussi géorgienne et c'est la première fois du coup que vous allez faire l'interprétariat en français. Et donc, et je présente aussi donc Armelle. Donc Armelle, c'est une militante associative de longue date. Vous êtes membre du MRAP. Donc le MRAP, c'est le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Vous connaissez très bien la situation des campements à Rennes et notamment et aussi celle de l'hébergement d'urgence. Bonjour. Bonjour. Armelle, c'est à vous du coup que je vais poser ma première question. Est-ce que vous pouvez expliquer, quand on arrive en France, quel est le parcours ? Comment en arrivant en France, on peut se retrouver dans un campement comme celui de la Touche ? Par quelles étapes on passe ? Oui, voilà. Donc, quand une personne ou une famille arrive en France, la plupart du temps, la première démarche qu'elle va faire, c'est de faire une demande d'asile. Donc la loi est très claire, tout demandeur d'asile a le droit à un hébergement par l'État le temps de l'instruction de sa demande. En réalité, c'est pas si simple que ça, parce que le nombre de places pour les demandeurs d'asile est très insuffisant. Donc dès lors qu'on n'a pas une grosse vulnérabilité, il y a de fortes chances qu'on passera la totalité de sa demande d'asile dans la rue. Bon, les familles avec des enfants, les femmes seules, quelquefois, les gens très malades, auront une proposition d'hébergement. Les gens sont arrivés à Rennes pour je ne sais quelle raison. Leur première démarche a été à Rennes. Ils peuvent être envoyés n'importe où en France le temps de leur demande d'asile. Une demande d'asile, ça dure entre 6 mois, 9 mois, 1 an. Quand la demande d'asile est terminée, soit on a obtenu le statut de réfugié et à ce moment-là, on a une carte de séjour, le droit au travail, le droit au logement. À ce moment-là, on connaît les mêmes galères que les Français parce qu'il faut trouver un logement et que l'attente d'un logement social est très long, pour les étrangers comme pour les Français. Et le pire, c'est ceux qui n'ont pas obtenu l'asile, qui ont été déboutés, qui, à ce moment-là, reçoivent une lettre en leur disant « Voilà, vous êtes déboutés de l'asile, vous avez 1 mois pour quitter votre hébergement. » Et à ce moment-là, c'est la rue. Alors, il existe un service qui s'appelle le 115, qui, théoriquement, devrait être en mesure de proposer un hébergement à toute personne en détresse sociale, physique ou psychique. Donc, bien sûr, quand on se retrouve à la rue, on est en détresse, forcément. Simplement, le nombre de places dont dispose le 115 est très, très, très insuffisant. Et donc, une grande partie de ces gens-là se retrouvent sans aucune solution d'hébergement. D'autant que certaines personnes qui étaient arrivées à Rennes au départ, qui avaient choisi Rennes comme ville d'arrivée en France, ont été envoyées un peu partout en France, souvent dans des petites villes où il n'y a pas beaucoup de structures, il y a moins d'associations, il y a moins de possibilités de trouver de l'aide. Et donc, ils choisissent à ce moment-là de revenir à Rennes, puisque c'est là qu'ils ont été accueillis à leur arrivée. Et à ce moment-là, le 115 leur dit « Ah, mais non, mais ça ne marche pas comme ça. Vous venez d'un autre département. Donc, nous, 115 d'Ille-et-Vilaine, on n'a pas à vous proposer d'hébergement. » Et donc, voilà, on se trouve avec des gens, alors, avec des enfants, des gens malades, des gens âgés quelquefois, et qui viennent nous dire « Mais où est-ce que je vais dormir ce soir ?» À Rennes, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place pour essayer de répondre à ces demandes. La mairie de Rennes, qui avait mis un système en place pour héberger les familles avec enfants, et puis aussi toute une série d'associations avec des fonctionnements différents, mais qui proposent de l'hébergement. Sauf que,
à un moment donné, tout est saturé. Personne n'a plus de place. La mairie n'a plus de place à proposer et les associations ne savent plus comment répondre aux demandes. Et donc, il arrive un moment où les gens sont là, sont réellement à la rue. Ils sont là, devant notre bureau, avec leurs valises et ne savent pas où aller. Et là, on n'a pas d'autre choix que de monter des tentes dans un campement. Et c'est le début d'une longue galère. Alors, dans votre intervention, Armelle, vous avez évoqué pas mal de choses, peut-être que je vais un petit peu repréciser. Vous avez parlé de la vulnérabilité. En fait, la vulnérabilité, c'est un critère quasiment légal, enfin, en tout cas, qui est défini. Il y a des critères de vulnérabilité. Et quand on remplit ces critères, donc on est censé être prioritaire pour avoir accès à l'hébergement d'urgence. Le fameux 115 dont on parlait tout à l'heure. Il faut savoir que ces critères sont particulièrement lâches, c'est-à-dire que est vulnérable, par exemple, une femme enceinte à partir de 8 mois et demi de grossesse. Avant, elle n'est pas vulnérable. Voilà. Est vulnérable un enfant jusqu'à, alors je ne sais plus si c'est 1 an ou si c'est 18 mois. En fait, c'est très variable. Parce que la vulnérabilité, elle s'adapte aux possibilités. Moi, quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années, on était vulnérable jusqu'à 3 ans. Et puis, comme il n'y avait plus suffisamment de place pour proposer des logements à toutes les familles avec enfants de moins de 3 ans, actuellement, la vulnérabilité, c'est 1 an. Et encore. Et encore. Et encore. C'est-à-dire, il y a un nombre de places. Le 115, c'est l'État qui fournit les fonds au 115. Ils utilisent leurs fonds pour faire tourner des foyers et pour louer des chambres d'hôtel. Quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Donc même si on est vulnérable, on va nous dire oui, mais là, il n'y a plus de place. Et on reste dehors. Et l'autre point important que vous avez soulevé, Armelle, c'est la question de l'isolement. C'est-à-dire que quand on est, en fait, faut imaginer que quand on arrive, quand on n'a pas d'accès au logement comme ça, on n'a pas forcément non plus accès à des soins, à la nourriture. On n'a pas, enfin voilà, on a accès à rien en fait. On n'a plus de droits. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus difficile. Et le fait d'être hébergé, par exemple, dans une commune un peu éloignée de tout, ça veut dire que, par exemple, on peut pas aller à l'hôpital. Donc les personnes qui sont sans logement ou mal logées ont tendance à venir dans les villes pour pouvoir avoir accès en fait à tous ces services en fait. Et ce que vous disiez, Armelle, tout à l'heure, c'est que le fait qu'ils viennent parce qu'en fait c'est juste plus sûr pour eux d'habiter en ville, ils se prennent en fait un retour de bâton du 115 en disant oui, mais vous avez quitté votre hébergement 115 mais qui était éloigné de tout. Et donc ces questions d'isolement aussi sont des questions qui sont assez prégnantes. Je voulais donc parler donc de vous aussi, Nino. J'aimerais qu'on parle de votre parcours à vous. Donc vous êtes passé justement par un CADA avant d'être expulsé. Et voilà, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu comment vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. ჩამოსვლის დროს კარგად მიგვიღეს დაგვაბინავეს უახლოეს დღეებში და ძალიან მადლობელი ვართ კადის აგვიყვანეს და დათქმულ დროს დაგვატოვებინეს კიდეც ბინა ოღონდ არ ველოდით ახალი წელი ახლოვდებოდა და 3 ბავშვით გარეთ გაგვიშვეს
Alors, je vous explique en fait, du coup, Ratiam fait la traduction en anglais et moi je vous refais la traduction en français. Donc ce que Nina disait, c'est qu'elle était en fait hébergée à Pontivy et donc autour de Noël, donc on lui a dit que l'hébergement était terminé et qu'il fallait qu'elle s'en aille avec donc son mari, son beau-père et ses 3 enfants. Et c'est comme ça du coup qu'elle est partie de Pontivy pour arriver à Rennes. Sans solution d'hébergement. დაახლოებით 3 თვის წინ ჩამოვედით რენში. აქ არავინ გვეგულებოდა, ნაცნობი, გარდა ქალბატონი აღმელისა და კამილასი, რომლებმაც დღემდე დაგვეხმარეს და მათი მეშვეობით შეგვასახლეს ქარიშხლების და უამიდობის დროს, რადგან ბინა არ გამოჩნდა და შეუძლებელი იყო დაიხურა ყველა ბაღი, შეგვასახლეს სკოლაში და მადლობელი ვარ ამისთვის ყველას, ვინც გვერდით დაგვიდგა. Et donc du coup, ça fait 3 mois maintenant qu'ils sont arrivés. Il y a 3 mois en fait, elle a eu de la chance parce qu'elle connaissait donc Armel et une autre militante qui est pas là. Et donc c'est elle, vu qu'il n'y avait pas de solution, qu'on pu les installer d'abord au campement de La Touche. Et ensuite, il y a un collectif de parents d'élèves qui les a installés dans l'école où sont scolarisés leurs enfants en fait. ყოველ დილით სკოლას ტოვებთ 8 ნახევარზე. ჩემი ბავშვები რჩებიან სკოლაში საღამოს გვიანობამდე და მადლობა მათ ყველაფრისთვის. თბილად არიან, დაპურებულები არიან და თამაშობენ და ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ კიდევ უფროსი ოჯახის წევრები გავდივართ უმისამართოდ. ხან მივდივართ უფასო სასადილოში, ხან მანქანა გვყავს და მილიციას ესე რომ ვთქვათ ვემალებით. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად პარკშიც მოდის, პარკის ირგვლივაც ცენტრალურ ადგილებში საერთოდ არ დავდივართ. და უკიდურეს შემთხვევაში ისევ პარკში ბრუნდებით. We go out more early in the morning. We left the school 8:20, and we go somewhere and the children left for the school. This is. Et donc du coup, donc ce que nous explique, c'est que donc à l'école, c'est un petit peu compliqué quand même parce que en fait, vu qu'il y a cours la journée, ils peuvent pas rester, donc ils doivent partir tous les matins à 7h30. Et ils rentrent le soir autour de 6h30. Puis entre les deux, c'est de l'errance. Ils vont un peu à gauche, un peu à droite, et puis ils attendent en fait de pouvoir retourner dans l'école, donc au chaud, au sec. Et alors là, c'est moi qui ajoute, parce que c'est que dans ces cas-là, donc les enfants, eux, restent dans l'école. Il y a la garderie, il n'y a pas de problème, sauf quand ils sont malades. Pour le coup, ils peuvent pas rester dans l'école quand ils sont malades. Donc là, du coup, ils sont en errance avec leurs parents. Oui, je crois qu'il faut expliquer un petit peu ce qui se passe en réalité, parce que les gens arrivent en France pour faire une demande d'asile. La demande d'asile, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, et pour obtenir l'asile, il faut rentrer dans des cases extrêmement précises. La définition du statut de réfugié ne correspond qu'à certaines situations très, très précises. Et le souci, c'est tous les gens qui sont venus en France un petit peu à côté de la définition de l'asile, mais qui pour autant ne peuvent pas rentrer chez eux. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, votre demande d'asile est terminée, elle a été refusée, maintenant vous devez rentrer dans votre pays. Mais à ce moment-là, les gens nous disent, oui, mais attendez, si on est parti à l'aventure en sachant pas où on allait,
en sachant pas comment on allait être accueillis en laissant tout derrière nous. C'est pas sans raison sérieuse. On n'est pas parti par plaisir. Et si on a tout laissé pour venir en France, on va pas repartir comme ça après un échec à l'asile. Nous, on ne peut pas rentrer chez nous. Et c'est là que les ennuis commencent. Hein. C'est là que les ennuis commencent. Parce que l'État considère avoir fait son devoir, avoir étudié leur demande d'asile, avoir estimé qu'il n'y avait pas le droit, et leur dit maintenant vous rentrez chez vous. Et les gens disent oui mais nous c'est pas possible. On est parti pour X, Y et Z raisons et on ne peut pas rentrer. Et là on rentre dans une période qui est très longue parce que quand les gens ont réussi à se maintenir sur le territoire pendant environ 5 ans, ils ont des chances de monter un dossier pour faire régulariser leur situation. Mais le gros problème pendant ces 5 années-là, où il va falloir survivre, c'est le logement. Se nourrir, envoyer les enfants à l'école, se faire soigner. Il y a des solutions, on y arrive. Mais quand on est à la rue, est-ce qu'on peut imaginer vivre à la rue 5 ans? Donc, le gros problème, c'est l'hébergement de ces gens qui n'ont pas obtenu l'asile. Et donc les campements, c'est un peu l'échec de tout le reste, quoi. On finit par monter des campements quand il n'y a plus de solution. Et je vais rebondir là-dessus. Donc, ce que je vais un peu répéter en fait ce que vient de dire Armelle, mais en fait, il faut avoir conscience que les gens qu'on trouve dans les campements, c'est pas que, mais quand même la plupart du temps, c'est des gens qui ont effectivement tout quitté. Donc, essayez de vous représenter. En fait, c'est comme si vous laissiez tout là. Aujourd'hui, votre maison, votre appart et votre famille, vos amis, et pour aller vivre sous une tente à l'autre bout de la planète, quoi. Et sans autre perspective. Donc, effectivement, il y a des raisons pour le faire. Et il y a des raisons du coup pour ne pas rentrer. Quand bien même on a été débouté. Donc débouté, ça veut dire qu'on n'a pas eu de papier en fait. La France a dit bah non, on vous garde pas. On a quand même, malgré ça, on a toujours pas envie de rentrer. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se cache. Et donc si on se cache, on s'isole. Et si on s'isole, on perd tous nos droits. Enfin voilà, c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure. Et je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. C'est pas grave, je vais enchaîner. Alors, la particularité du coup de Nino, je voulais faire un petit point là-dessus, c'est qu'elle est hébergée dans une école. Donc, ça fait partie justement des espoirs dont je parlais tout à l'heure. C'est pas l'école qui héberge Nino, c'est les parents. Donc, ce qui se passe en fait, c'est il y a les parents de Nino, il y a les enfants en fait, ils ont beau être à la rue, ils sont quand même scolarisés, donc ils sont quand même dans des écoles et ils voient d'autres enfants, ils croisent d'autres parents et ces autres parents sont forcément à un moment au courant de la situation de ces enfants-là. Et pas tout le temps, mais parfois et quand même assez souvent, il y a des chaînes de solidarité qui se mettent en place. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont c'est pas du tout, qui sont pas comme moi, qui sont pas comme Armelle des militants, des gens qui se trouvent face à une réalité qu'ils acceptent pas et qui du coup mettent en place les moyens qu'ils ont à leur portée. Et les moyens qu'ils ont, c'est leur école. Et concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Un soir, alors que l'école est censée fermer, ils mettent un pied dans la porte et ils disent cette famille-là, elle va dormir dans l'école tant qu'elle n'aura pas trouvé de solution d'hébergement. Et ça, c'est un phénomène donc qui existe à Rennes. C'est un phénomène qui existe dans d'autres villes. Il y a des écoles qui sont occupées à Paris, à Lyon, à Strasbourg. Et c'est un élément de cette chaîne de solidarité-là. Après, il faut avoir conscience, donc, ce que Nino expliquait tout à l'heure, c'est que c'est des solutions qui sont pas vraiment des solutions. C'est pas tenable. On dort dans une salle de classe, tous les jours, il faut ranger son matelas. Il y a pas d'endroit pour cuisiner. Généralement, c'est juste un micro-ondes. Généralement, il n'y a pas de douche. Il n'y a pas d'endroit pour stocker ses affaires. Enfin, c'est très compliqué, mais au moins déjà on est à l'abri de la pluie et du froid, quoi.
Et justement, alors Armelle, ça c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous savez, par exemple, à Rennes, combien il y a d'écoles qui sont occupées? Alors à Rennes, en ce moment, il y a 9 écoles qui hébergent des familles, et ça doit représenter au total 10 familles. Bon, ça peut varier d'un jour à l'autre, parce qu'il peut arriver des familles demain et que... Par exemple, là, il y a une famille qui vient d'arriver. Elle est dans une école qui n'a jamais été confrontée au problème. Mais on va on va essayer de trouver un contact avec des parents d'élèves et peut-être que cette école va dire bah, nous aussi, on va héberger cette famille momentanément. Et donc voilà, donc en gros, ça fait 25 enfants là en ce moment qui sont mis à l'abri dans ces écoles-là. Je voulais du coup peut-être vous faire part d'un autre témoignage. Donc là, c'est issu d'un podcast que j'ai fait en mi-octobre l'année dernière. Donc c'est juste pour vous donner un contexte, c'est que quand j'ai fait ce reportage-là, en fait, il faisait nuit assez tôt. Il commençait à faire vraiment froid. Donc on était au début de cette fameuse trêve hivernale qui n'a pas eu lieu. Et donc du coup, j'ai rencontré Ange-Marie, donc qui est une mère de 3 enfants. Et donc là, elle va parler justement de l'école. Donc elle a pu être hébergée dans une école et elle explique comment c'est compliqué pour sa fille d'être. Donc sa fille est en CP et comment c'est compliqué pour sa fille, ne serait-ce que de suivre les cours et d'avoir un rythme normal quand on est quand on dort sous une tente. Donc là, on va rentrer dans des choses un peu plus concrètes. Et du coup, vous parliez de votre fille qui est on parlait de la vulnérabilité et vous me disiez que c'était pas tant ça qui vous pose la question, mais c'est surtout que vous étiez inquiète pour l'éducation de votre fille qui est en CP et qui du coup qui peut pas travailler, qui peut pas étudier sous la tente. Ça, effectivement, l'enfant vient de l'école, elle vient avec des devoirs. Donc en tant que parents, on a même d'aider nos enfants à faire leurs devoirs, mais sous des tentes. Il fait froid, il pleut, il n'y a pas de lumière. Ma fille ne fait plus ses devoirs. Moi, je suis à cheval, comme je le disais tout à l'heure, sur l'éducation de mes enfants. Mais si elle ne fait pas ses devoirs, elle ne suit pas comme les autres en classe. Et puis, peut-être que voilà, elle va avoir des lacunes avec lesquelles elle va progresser. Et puis, on ne pourra pas rattraper, peut-être ou pas. Donc, vraiment, ce n'est pas facile d'éduquer un enfant sous des tentes. Effectivement, ce n'est pas facile. Donc ça, c'est un premier point. Comment faire pour faire ses devoirs quand il n'y a pas de lumière pour faire ses devoirs. Donc, ce qu'elle m'a expliqué après en off, c'est que pour elle, l'année de sa fille, en fait, c'était, là pour le coup, c'était une année perdue. Alors peut-être pour prendre un petit peu de distance depuis, je crois bien qu'Ange-Marie a trouvé au moins une solution moins précaire que le campement. Donc, j'espère que sa fille a pu envisager un peu son année de CP un peu plus sereinement. Je vais enchaîner pareil pour vous parler un petit peu des questions concrètes. Et il y a une question quand même qui est assez fréquente dans les camps. Donc j'en ai parlé un petit peu en introduction, c'est que on n'a pas forcément accès à l'eau. Tout simplement, et donc l'hygiène, ça peut vite devenir quelque chose de très très compliqué. Alors déjà pour quand on est adulte, mais alors, quand on est enfant, c'est un peu compliqué de se laver avec de l'eau froide le matin juste pour faire une toilette de chat parce qu'il n'y a pas de douche, quoi. Donc voilà. Et puis vous m'aviez parlé aussi de la difficulté de l'hygiène, en fait, de pouvoir se laver tous les jours. Enfin, c'est juste pas possible, quoi. Il faut choisir entre l'école et... C'est ça, effectivement, l'hygiène, on nous propose des endroits où il faut aller prendre des douches, c'est bien beau, mais ils ouvrent à 9h30. Les enfants répondent l'école à 8h30. Elle peut faire 3 jours sans se laver. J'essaye quand même de lui faire une petite toilette, mais la toilette, c'est pas se laver, surtout sous des tentes où ils ont tendance à jouer dehors au parc et tout ça. Donc le soir, on fait une petite toilette, mais le lendemain, c'est compliqué pour aller se laver et c'est compliqué pour qu'elle soit propre pour aller à l'école. Donc elle est obligée de prendre 2 jours dans la semaine pour ne pas aller à l'école, pour aller carrément faire la toilette ou la douche, dans des conditions vraiment compliquées. Et Armelle, je voulais vous demander justement comment quand on n'a pas de maison, comment on fait pour se doucher et pour se laver? Alors, à Rennes, il y a des lieux qui sont prévus pour ça. Le Secours catholique, par exemple, a une permanence le matin où les gens peuvent aller prendre des douches.
Il y a plusieurs lieux comme ça où c'est possible. Comme dit Marie-Ange, c'est sur le temps scolaire. Donc ça complique beaucoup la vie des familles. Et puis ça veut dire le matin, prendre son sac, traverser la ville, prendre le bus, le métro pour aller prendre une douche. C'est des complications importantes. Et puis il y a aussi le problème de laver le linge. Quand on a des enfants qui sont dehors toute la journée à courir dans un parc, il y a beaucoup de linge à laver. Quand on est dans des tentes où il faut aller chercher l'eau au point d'eau, là-bas, dans le fond du parc, c'est très, très compliqué. Et je voulais vous poser la même question, Nino, quand vous êtes à la Touche, au parc de la Touche, comment vous faites, comment ça se passe? Est-ce qu'à la Touche, il y a des toilettes? Est-ce qu'il y a l'eau courante? Comment vous faites pour votre vie quotidienne? ლატუშის პარკში ტუალეტი ძალიან ბევრჯერ დაიკეტა. ეხლა ხანს 3 კვირა დაკეტილი იყო და გამოსავალი ვნახეთ პონშაიუსში დავდიოდით ყველანი საჭიროებისამებრ. წყალს რაც შეეხება, წყალი ესე მარტივად აიღო არ არის. იყო საპირფარეშოდან გარედან ღებულობდით, საპირფარეშოსთან იყო წყალი და იქედან რეცხავდით მე თებში იყო თუ ჭურჭელს ძირითადად და სარეცხს რაც შეეხება, სეკურ კათოლიკეში დაგვაქვს, კვირაში ერთხელ გვეძლევა საშუალება რომ გავრეცხოთ და დაბანითაც ესე ხდება ზოგადად, ანუ არის მაია ორგანიზაცია და სეკურ კათოლიკე, სადაც შეგიძლიათ წახვიდეთ და იბანაო, მაგრამ ხშირი დაბანაც არ გვაქვს, რომ არ გავცივდეთ, ისედაც ყველა ავად არის, ისედაც სიცივეა ყოველთვის და ანუ ნაკლებად დავდივართ და ვიყენებთ ამ ყველაფერს. There is a problem about the toilet because it's often closed, it's something like that. The water is not simply to take, and we go to for the bath, take a bath somewhere, toilet, and like this. It's very difficult so living here, there. Yeah. Ok, donc là du coup on a parlé un petit peu des toilettes. Alors, il y a des toilettes au parc de la Touche, mais la plupart du temps elles sont fermées à clé. Et donc il y a deux solutions, soit on va dans la nature, soit sinon il faut aller aux toilettes de l'hôpital qui est à, je connais, qui est à 500 mètres quoi. Donc ça c'est le premier point. Donc déjà les toilettes de base, ça c'est compliqué. Ligne d'urgence. Je t'ai demandé. To take a shower. Yes. To take a shower and to the lavabo. Yes. That's all. Et donc du coup, pour ce que Carmel disait tout à l'heure, donc les douches et les toilettes, il faut aller au secours catholique et au secours populaire. Et donc là, c'est 500 mètres, mais dans l'autre sens. Donc c'est beaucoup de transport. Et là, on n'a pas parlé de la nourriture, mais en fait, ce que je voulais pointer en posant cette question-là, c'est que le fait de survivre, c'est un job à temps plein, en fait. Ça prend énormément de temps et énormément d'énergie de ne pas avoir des accès faciles à des services de base. Et justement, donc avec Ange-Marie, elle m'avait parlé d'un exemple qui était assez parlant. Pour le coup, c'est que quand elle était au campement de Maurepas l'année dernière, il y a eu une épidémie. Et je lui laisse expliquer ce qui s'est passé. Et oui, et puis en plus, et là vous disiez, parce que là il commence à faire vraiment froid. Là, on est tous les deux un petit peu. Et puis là, ça y est, enfin, tous les enfants sont en train de tomber malades. Enfin, il y a beaucoup d'enfants sur le camp. Là, on est en milieu de journée. Il y a des bébés un peu partout. Et là, tous les enfants commencent à tomber malades.
Vous me disiez ça tout à l'heure, enfin tout le monde commence à tomber malade en fait là. Non, même la voisine d'à côté, sa fille a la gastro. Vous imaginez la gastro en plein parc, on n'a pas de toilettes à portée de main. Elle me disait tout à l'heure que la petite avait carrément sali tous les droits. Il n'y a pas d'endroit pour laver, il faut qu'elle aille payer 4,20 € pour laver. C'est compliqué, donc la gastro, un qui chope, 2, 3 et c'est parti, tout le camp est contaminé. Le rhume, tout le monde, tous les enfants sont malades, ils toussent, ils sont enrhumés. C'est vrai qu'on va leur mettre des doudous et tout ça, mais ils sont dehors. Les tentes, c'est pas chauffé, il n'y a pas de chauffage et tout ça, donc ils seront vraiment, voilà, exposés à tout ce qui est virus d'hiver, pardon. Ils seront exposés à tout ça. Ouais. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, on monte les campements dans des parcs, sur des terrains municipaux. Et que la mairie de Rennes tolère, enfin, même un peu plus que tolère, c'est-à-dire que jamais la mairie va dire allez, vous devez quitter le parc. La mairie autorise l'installation. Mais en fait, on sait bien ce qui va se passer là dans les semaines qui viennent. Le campement qui était petit pendant l'hiver commence à grossir et va continuer à grossir nécessairement. Et à un moment donné, la mairie va gentiment mais fermement nous inciter à quitter ce parc qui a beaucoup de défauts mais qui a quand même un avantage, c'est qu'il est près du centre-ville, bien desservi par les transports en commun. Et la mairie va nous dire, bon écoutez, oui, il y a des problèmes de toilettes, oui, il y a des problèmes de poubelles, mais si vous alliez dans le parc là-bas au Gailleul, on pourrait vous aider davantage. Alors le parc des Gailleuls, les Rennais connaissent bien, c'est un très très grand parc dans le nord de Rennes, un parc immense, qui a l'avantage, alors pour nous c'est pas un avantage, mais pour la mairie c'en est un, qu'il n'y a pas de voisinage, parce que les relations avec le voisinage des parcs n'est pas toujours très facile. Il faut comprendre, hein, on vient installer des gens là qui vont vivre dans un lieu qui est le lieu de loisirs du quartier. Et les gens, c'est normal, ils tiennent à leur petit coin de verdure là, près de chez eux. Donc les relations sont quelquefois un peu tendues, et la mairie nous suggère de nous éloigner, d'aller dans un parc où il n'y aura pas de problème de voisinage, qui a le défaut d'être difficilement accessible en transport en commun. Et quand on accepte de partir là-bas, la mairie fait un petit peu plus pour améliorer les conditions de vie, quoi. C'est-à-dire que quand on part là-bas, la mairie va nous ouvrir des douches, va aménager un peu le transport de l'eau, mais qu'elle ne fait pas ça tant qu'on reste dans les parcs, dans le centre. Ouais, il y a un petit chantage. Et justement, je voulais rebondir. Donc en fait, vous venez d'un peu partout en France, mais donc les Gailleuls, en fait, c'est un très très grand parc, donc un petit peu à l'extérieur de Rennes, et puis surtout c'est une forêt. Donc du coup, on peut facilement cacher. Enfin, moi je le prends comme ça, hein, mais on peut facilement cacher la misère là-bas. Et effectivement, les accès aux douches sont un peu plus simples. L'accès à l'eau est un peu plus simple. Mais par exemple, il faut marcher 25 minutes pour prendre un bus. L'accès à l'eau, bon, faut quand même marcher 200 mètres avec ses jerrycans pour récupérer de l'eau. Les douches, elles sont à 5 ou 600 mètres. Les toilettes, c'est pas évident du tout. Donc c'est pas... voilà, il y a un peu plus de choses, mais c'est vraiment, vraiment très, très, très précaire. Et malgré tout ça, malgré tout ce qu'on vient de dire là, qui est un petit peu, qui est lourd, enfin, voilà, c'est la misère, quoi. Moi, quelque chose qui m'a frappé depuis que je fréquente les camps, c'est que les gens ont la politesse de vivre. C'est-à-dire que les conditions de vie sont vraiment très très difficiles, mais les enfants continuent à s'amuser. Ils continuent à s'amuser ensemble. Les gens, quand ils le peuvent, alors, ils s'entraident pas tout le temps, il y a plein de problèmes de cohabitation dans les campements, mais parfois ils s'entraident, et parfois ça se passe très bien, parfois ils font des choses ensemble. Et je voulais vous faire écouter
le chant en fait d'un guitariste, une famille en fait de musiciens qui étaient là-bas. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est des gens qui ont passé quelque chose comme 8 mois sous tente. Donc là, on est au bout des 8 mois et ils ont encore la politesse de chanter. Et pour vous donner un autre exemple, justement, en octobre dernier, il y a eu, par exemple, un collectif qui était venu de la forêt de Brocéliande et qui a organisé une kermesse énorme. Et c'est pareil, ça a été un grand moment en fait où les gens qui d'habitude peuvent rester dans leur tente, où les enfants se sont amusés, mais c'était un truc incroyable, où il y a eu vachement de musique, il y a eu vachement de partage. Et voilà, je voulais finir un petit peu là-dessus parce que encore une fois, les personnes qui vivent dans ces camps-là ne faudrait pas non plus faire l'erreur qu'on a un petit peu fait aujourd'hui de les réduire à leur misère. C'est des gens qui ont des choses à raconter et des choses intéressantes, souvent, qui ont une richesse qui est assez incroyable. Et voilà, donc, je voulais un petit peu finir là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des questions. En fait, il nous reste une petite dizaine de minutes là. Alors, du coup, bien sûr. Donc on a mis un micro en fait devant. On peut pas faire passer de micro dans le public et nous on a besoin quand même de vous entendre un petit peu. Donc si vous avez une question, je veux bien que vous veniez jusqu'à l'estrade. Ouais. Merci. Alors déjà merci pour l'émission. Je pense que c'était quelque chose d'important. Je voulais venir une question assez pragmatique, mais on a beaucoup parlé de manque et je voulais savoir en fait ça représente combien d'argent, ce qui manque concrètement, parce qu'on parle de logement, on parle de choses comme ça, mais ça me semble pas des sommes énormes par rapport à un budget de l'État, par exemple, qui se compte en dizaines, voire centaines de milliards. Et juste histoire de donner une perspective, de savoir combien d'argent ça représenterait pour améliorer la vie de toutes les personnes dont vous avez parlé durant toute cette émission. Voilà, je vous remercie. Merci. Je pense pas qu'on soit capable de chiffrer, mais c'est tout à fait exact que ça ne représenterait pas des sommes énormes. L'État fait le choix de mettre une grande partie des gens à l'hôtel. C'est clair que c'est pas le meilleur choix, c'est coûteux et c'est pas non plus adapté. On peut pas vivre à l'hôtel des mois dans de bonnes conditions. À l'hôtel, ils ont un toit, ils ont un lit, mais ils peuvent pas cuisiner. Donc, au fil des semaines, il y a des carences alimentaires qui s'installent parce que les gens mangent froid tout le temps. Donc, l'hôtel, c'est pas du tout une solution adaptée. Ouvrir des lieux, ouvrir des foyers, ça reviendrait certainement à moins cher et offrirait certainement des conditions plus adaptées. C'est clair qu'il n'y a pas de volonté politique de régler ce problème-là. Il n'y a pas de volonté politique. J'allais dire un petit peu la même chose. Alors effectivement, on n'a pas de chiffres à donner. Je pense qu'il y a des associations qui le feraient beaucoup mieux que nous. Enfin, je pense à la Fondation Abbé Pierre qui a une veille assez costaud là-dessus.
Ce qui est clair, effectivement, c'est que les moyens, s'il n'y a pas de moyens, c'est qu'il n'y a pas de volonté de les donner, et s'il n'y a pas de volonté, c'est qu'il y a une volonté politique de ne pas en donner. Voilà, moi je le dirais plutôt comme ça. On a eu une petite discussion avec Armel avant le début de cette émission. On a un petit désaccord là-dessus. Donc la réalité du mal logement et du sans-abrisme, c'est pas une réalité que d'étrangers sans papier, mais il y en a quand même beaucoup. Et derrière ça, moi j'estime qu'il y a aussi une question de politique migratoire. Et derrière ce manque de volonté, il y a aussi une volonté de rendre la vie impossible en fait aux étrangers. Et voilà. Après, comme m'a très bien fait remarquer Armel, c'est que il n'y a pas du tout il y a des Français qui sont sans logement, bien sûr, et on les voit peut-être moins parce que les Français ont moins tendance à se regrouper en campement comme. Donc voilà. Donc c'est une réalité qui est peut-être encore plus souterraine que celle qu'on vous a présentée aujourd'hui. Mais clairement, enfin dans la dernière loi immigration, il y a eu un article sur le fameux dispositif 115 et de le conditionner à la situation administrative. Pour donner un exemple concret, le monsieur que vous avez entendu tout à l'heure qui chantait avec sa guitare, il est reparti. Il est rentré en Albanie là il y a quelques jours. C'est un échec. C'est un échec pour lui parce que il avait tenté de quitter son pays pour donner de meilleures conditions de vie à ses enfants. Il avait 2 petites filles pleines de vie qui ont animé les campements tout l'été. Et puis il a jeté l'éponge. Et il a choisi de rentrer chez lui. Ça a été très douloureux pour lui, pour les autres. On n'est pas certain qu'on ne va pas le revoir revenir dans quelques mois parce qu'il aura retrouvé tous ses problèmes au pays. Hein. Il a fini par abandonner parce que c'était trop dur ici. Mais il est reparti vers une situation très difficile dans son pays. Voilà, l'État a gagné. L'État a gagné en leur rendant la vie tellement compliquée. Elle a obtenu qu'ils repartent. Il y a un petit nombre, c'est pas beaucoup, mais il y a un petit nombre de gens qui choisissent de rentrer parce que pour l'État, c'est plus facile de tenter de décourager les gens de rester que d'organiser des expulsions. À chaque fois qu'il y a des expulsions, c'est très compliqué à organiser pour l'État. Ça coûte cher, ça se voit, on en parle, il y a de la contestation autour. Rendre la vie impossible aux gens en espérant les décourager et qu'ils vont rentrer chez eux, c'est plus simple. Mais c'est pas glorieux de dire que dans notre pays, on laisse des gens vivre dans ces conditions-là. On n'est pas très fiers. Est-ce que vous avez d'autres questions ? De toute façon, on va bientôt s'arrêter là, en fait. Moi, donc, je voulais juste, parce qu'on en a assez peu parlé des associations. En fait, le phénomène des campements, c'est quand même. Alors, il y en a dans d'autres villes, mais pour le coup, c'est assez spécifique à Rennes. Et c'est possible parce qu'il y a un gros tissu associatif. Et je pense notamment à l'association Utopia 56. Donc, c'est par exemple, c'est une association qui assure toute la logistique des camps. Donc, c'est eux qui fournissent les tentes, c'est eux qui fournissent les gazinières. Donc, en fait, on a des coins cuisine en fait dans les campements, mais c'est des coins cuisine sous tente. C'est pareil, on peut parler donc du MRAP qui apporte quand même un sacré conseil juridique, qui font tous les recours en fait, tous les recours pour l'hébergement d'urgence. J'ai parlé des collectifs de parents d'élèves. Encore une fois, il y a de la solidarité, il y a des choses qui se passent. Et c'est un phénomène qui est pas prêt de s'arrêter, mais voilà. Bon, j'espère en tout cas qu'on n'a pas été trop technique, qu'on n'a pas été trop dur. En tout cas, enfin voilà, je vous invite vraiment à creuser un peu si vous avez envie, parce que c'est encore une fois, c'est aussi une réalité qui est extrêmement riche, extrêmement cosmopolite. Il y a des rencontres formidables à faire, donc allez-y.
là habite la tante. C'est difficile à dormir tout le temps ici. Il n'y a pas à l'école. Jikilaj Bando. La vie. Merci au beaucoup. campement. Un podcast des campements rennais. Une émission proposée par Antoine Blécou.